Non, Louis, merci d'être là déjà avec nous ce soir. Les gens te connaissent pour ta chaîne YouTube, tout ce que tu fais. Ce soir, tu es venu nous raconter une histoire plutôt flippante. Flippante, je sais pas, qui va vous Atroce. écœurer. Oui. Honnêtement, si vous êtes âme sensible, je vous conseille quand même de... Sachez que c'est censuré quand même déjà, mais quand même, t'as raison de le rappeler. Partez du live. je vous le conseille tout de suite. C'est l'histoire terrifiante de Louis San. Alors, rebonsoir, je vais vous parler du coup de l'histoire de Issei Sagawa, et peut-être ça vous dit quelque chose parce qu'il a fait un peu la une, pas des journaux j'ai envie de dire, mais la une de quelques articles ces derniers temps, et l'histoire, donc je raconte habituellement des histoires japonaises, mais celle-ci, elle a la particularité de se dérouler à Paris. On va commencer tout de suite le 13 juin 1981 dans un taxi. Donc un taxi, très simplement, on va avoir tout simplement un chauffeur, et à l'arrière, un petit japonais très fébrile, très mince, un peu fragile, et il a pourtant, à l'intérieur du coffre du taxi, 2 grosses valises. Alors, les 2 grosses valises, eh bien, on se demande ce qu'il y a. Mais étant donné les valises, le chauffeur de taxi s'est dit « Bon, je vais le déposer peut-être à l'aéroport, ou alors à un hôtel. » Eh bien, pas du tout. La destination de ce petit japonais, eh bien, c'est le bois de Boulogne. Alors, il arrive, il prend les 2 valises, et elles sont vraiment énormes par rapport à sa taille. Donc il va les tracter dans tout le bois de Boulogne. Ça va être long, ça va faire du bruit. Il va lutter, on sent que vraiment elles sont difformes par rapport à lui. Et il arrive enfin devant un lac et il les pose, il se repose un petit peu. Et il admire un petit peu aussi le soleil couchant sur le lac qui se reflète dans l'eau. Et à ce moment-là, il va y voir un Français qui va arriver derrière lui, il va lui poser la question « Eh monsieur, c'est à vous les valises ?» tout simplement. Et là, il va avoir une réaction très compliquée. Il va être en panique, il va plus trop savoir quoi répondre, et dans un réflexe presque moteur, il va dire « Non, c'est pas les miennes ». Alors, ni une ni deux, le Français, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la valise, il l'ouvre, et il va voir ce qui va le traumatiser pour toute sa vie. Il va voir un corps découpé, en décomposition, et il va voir un temps de blanc, jusqu'à ce qu'ils disent « C'est un meurtrier, arrêtez-le ». À ce moment-là, le japonais, il comprend dans quelle situation il est, il va prendre les jambes à son cou et partir. Le français, je vous avoue, il va rester là, il est courageux mais pas téméraire, il va appeler la police, qui va arriver quelques dizaines de minutes plus tard, et va ouvrir également la 2e valise qui avait exactement le même contenu. Et c'est comme ça que commence l'histoire de Issei Sagawa. Alors, ce que j'aime bien dans les histoires, c'est toujours avoir un peu, pas une morale, mais quelque chose qui reflète la société japonaise. Pas juste une histoire d'horreur pour une histoire d'horreur. Et à votre avis, cette histoire, qu'est-ce qu'elle reflète? Eh bien, c'est est-ce que dans la vie, si on a un bon carnet d'adresses, on peut se sortir de toutes les situations? On a envie de dire non, un réflexe, clairement. Mais si je vous pose la question, c'est qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Eh bien, c'est exactement ce dont il s'agit ici. Et on va reprendre beaucoup plus tôt, à la naissance de Issei Sagawa, donc le 26 avril 1949, et il va naître prématurément. Il a un frère jumeau qui va lui naître beaucoup plus tard, mais lui, il va être très fébrile à la naissance, très chétif, et ce côté chétif, il va le garder toute sa vie. Il aura beau manger, beaucoup manger, être même surprotégé par sa mère, il parviendra jamais à réellement grandir, à s'épanouir. Et ce qui va le marquer durant son enfance, c'est une histoire que lui racontait son oncle. Son oncle lui racontait une histoire, un conte, un peu comme tous les contes qu'on a en France, sur une sorcière cannibale. Et cette histoire, il va lui répéter, lui re-répéter, mais aussi lui jouer. C'est-à-dire qu'il se déguisait lui-même en sorcière cannibale et il poursuivait Issei Sagawa. Alors bien sûr, c'était dans une ambiance bon enfant, mais progressivement, eh bien, Issei, il va commencer à perdre pied. Il est très jeune, et il va commencer à se poser des questions qu'il ne faudrait pas. Comme par exemple, pourquoi la sorcière, elle veut manger des enfants? Est-ce que ça a bon goût, les enfants? Et donc ça va le hanter, ça va hanter ses rêves, ou plutôt ses cauchemars. Il va commencer à faire les mêmes cauchemars, en boucle, avec cette sorcière cannibale. Et il va arriver donc à l'école, je vous rappelle qu'il est encore au primaire, il se retrouve avec ses camarades et il commence à se demander est-ce qu'ils ont bon goût? C'est comme ça qu'il grandit et donc on passe à l'adolescence. À l'adolescence, eh bien, quelque chose à noter, c'est qu'il ne sera pas harcelé.
C'est pas un enfant harcelé. En revanche, il a une piètre confiance en lui. Vraiment, c'est un gros souci chez lui. Il se trouve laid, hideux, moche. Contrairement à quelque chose qu'il adore, qu'il vénère presque, c'est la peau blanche. Alors c'est déjà un critère de beauté dans beaucoup de pays et au Japon aussi. Mais lui, c'est un niveau maladif. À tel point que forcément, il va commencer à vouer presque une sorte de culte envers les Européennes. On commence à comprendre vers quoi on s'embarque. Petit à petit. Il grandit. Et le premier incident, c'est en 1972. On est à Tokyo. Il se balade tranquillement dans les rues de Tokyo. Et il va croiser une personne grande, élégante, belle. Sans mauvais jeu de mots, c'est une Allemande. Cette Allemande, elle va se retrouver dans une ruelle toute seule, un peu sombre. Et Issei Sagawa va en profiter. Il va l'attaquer. Et en fait, il va juste pas réussir. Parce qu'il est trop frêle, il est trop fragile. La femme va être bien sûr surprise au début, mais va rapidement le maîtriser et va appeler la police. Il se fait embarquer au poste et les policiers lui demandent qu'est-ce qu'il comptait faire avec cette femme. Et bien sûr, il nie tout en bloc. Il dit qu'il ne s'est rien passé. Il dit qu'il n'a jamais voulu agresser sexuellement la personne. Et bien sûr, les policiers ne le croient pas. En revanche, ce qui est assez ironique, c'est qu'il disait vrai. Il ne comptait réellement pas l'agresser sexuellement pour le coup. Il comptait juste croquer dans sa chair, au sens littéral. Juste. L'ambiance. Voilà. Et c'est là où va intervenir un personnage très important. C'est le père de Issei Sagawa, Akira Sagawa, qui est un homme extrêmement influent, extrêmement riche, et qui va d'un claquement de doigts faire sortir de garde à vue son fils. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu la justice japonaise, mais c'est loin d'être facile de faire ça. Et il va y avoir juste une chose à faire en l'échange de cette libération, c'est que Issei Sagawa doit passer des examens mentaux. Et les examens vont conclure sur le fait que Issei a un trouble psychique assez important. Et donc, son père va décider de l'éloigner un petit peu du Japon pour ne pas avoir trop de soucis. Et il va avoir la bonne idée de l'envoyer en études à la Sorbonne, à Paris. On envoie un potentiel cannibale qui a un fétichisme pour les Européennes à Paris. Autant vous dire qu'il a un buffet en face de lui. Donc en arrivant à Paris, c'est pas un étudiant lambda. Il a beaucoup d'argent grâce à son père. Il va avoir un magnifique appartement. Il va avoir beaucoup de produits de luxe. Mais il va aussi surtout se payer énormément de prostituées. Beaucoup de prostituées. Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Lorsqu'il a 30 ans, il va rencontrer Renée. Alors Renée, c'est une femme néerlandaise qui étudie elle aussi à la Sorbonne. Et quand il va la voir, il va avoir le choc de sa vie. Pour lui, ça représente toute une perfection vraiment vivante à ses yeux. Vraiment une véritable déesse. Il va tomber fou amoureux. Et c'est cet amour qui va se transformer en quelque chose de bien plus sombre. Parce que les histoires de cannibales, c'était bien derrière lui. C'était vraiment au Japon. Il avait laissé ça au Japon. Il était en France. Il avait complètement oublié ça. Mais on se rapproche de la date fatidique, le 11 juin 1981. Le 11 juin 1981, eh bien, Issei Sagawa va dire tout simplement à Renée qu'il a un devoir à faire pour l'école. Très simple, il doit réciter des poèmes expressionnistes allemands. Et Renée, étant néerlandaise, elle est très douée là-dedans. Donc du coup, elle va accepter l'invitation de Issei à venir dans son appartement. Elle est un peu réticente au début. Elle n'est pas sûre de vouloir y aller, mais elle se dit après tout, il est tout fébrile, même s'il y a quelque chose qui se passe, elle pourra le maîtriser. C'est comme ça qu'elle va donc dans l'appartement, et elle veut en finir au plus vite. Elle allume l'enregistreur et elle commence à réciter les poèmes expressionnistes allemands. À ce moment-là, Issei, il est vraiment subjugué par la femme et on ne sait pas vraiment s'il écoute ce qu'elle dit. Plutôt, il observe les lèvres bouger et soudain, il se lève pour aller dans la cuisine. Il va dans la cuisine, mais c'est dans l'angle mort de Renée. Elle ne peut pas voir vraiment ce qui se passe. Donc, elle, pour comprendre l'ambiance, elle est en train de réciter des poèmes expressionnistes allemands qui d'ailleurs traitent de la mort. Et derrière elle, il y a un 22 long rifle, 22 mm, avec au bout Issei Sagawa, prêt à tirer. Il avait vraiment bien minutieusement préparé son affaire, parce qu'il y avait même un silencieux sur l'arme. Donc elle va tourner la page, prendre une inspiration,
Lui, il va bloquer sa respiration et il va tirer. Une fois qu'il tire, Renée, elle sait même pas ce qui s'est vraiment passé. Elle va s'effondrer sur la table, puis ensuite au sol. Et à ce moment-là, eh bien, Issei Sagawa, il est dans une exaltation vraiment impensable pour lui. Il n'arrive pas à contrôler ce qui arrive dans son corps et il s'évanouit lui aussi. Donc pendant plusieurs heures, les deux, enfin, une va être morte et l'autre évanouie. Et à son réveil, ce qu'il décrit, c'est qu'il priait à son réveil pour que ça ne soit pas un rêve. Et une fois réveillé, en voyant le corps de Renée à côté, il remercie Dieu que ça ne soit pas un rêve et que réellement l'acte soit déroulé. À ce moment-là, eh bien, le spectacle macabre va commencer. Et il faut savoir que pour toutes les étapes qu'il va faire, il a tout enregistré, enfin plutôt il a tout documenté et pris des photos de chaque découpe. À savoir que pour les découpes, eh bien, il a voulu attaquer par un endroit bien particulier, c'est la fesse droite. Pourquoi la fesse droite ? Parce qu'il a, aussi ironique que ça puisse paraître, eh bien, il ne voulait pas attaquer la fesse gauche parce qu'elle est plus proche du cœur et donc plus irriguée par le sang, et il a peur du sang. Alors, il se heurte à quelque chose de très drastique, on va dire, pragmatique, c'est qu'avec les dents, il a beau forcer, rien à faire. Avec un couteau, rien à faire. Ce qui fait qu'il va calmement aller au marché du coin, acheter un couteau de boucher, et tout va devenir plus facile. La suite, je vous laisse l'imaginer, mais on se retrouve donc proche du 13 juin 1981, lorsqu'il va aller à Boulogne. Mais avant ça, avant de se décider, en fait, il comptait plutôt la mettre dans un congélateur. Sauf que, appartement parisien, il n'avait pas de congélateur. Et il devait faire vite, parce qu'après 2 jours, un corps en décomposition, ça sent. Et les mouches étaient bien présentes en été. Donc c'est comme ça qu'il a décidé de mettre le corps dans 2 valises différentes et qu'il s'est fait prendre. Donc une fois enfui du bois de Boulogne, donc ce que je vous ai raconté au début, eh bien il s'est fait capturer par la police française 4 jours après cette découverte. Et là, ce qui va se passer, c'est vraiment complexe. Parce que lorsqu'il est arrêté, déjà, il va émettre aucun regret. Il va juste dire aux policiers, si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez jamais trouvé. Et donc, il va y avoir des examens qui vont être faits sur la personne d'Issei Sagawa pour juger est-ce qu'il est apte ou non à être jugé. Et le corps médical français va conclure sur le fait que non, ce n'est pas possible, il n'est pas responsable de ses actes. Il va donc être interné dans un hôpital français pendant 1 an. Et c'est là où réintervient Akira Sagawa, le père. Il va le faire sortir et il va donc le faire rapatrier au Japon. Et au Japon, eh bien, vous savez, il y a la justice japonaise qui est différente de la justice française. Sauf que il y a une loi internationale qui fait qu'on ne peut pas rejuger ce qui a déjà été jugé. Ce qui fait que Issei Sagawa ne peut pas passer derrière les barreaux. Pourtant, lorsqu'il a été remis en examen en arrivant au Japon, eh bien, les experts ont conclu, une fois de plus, que non, il est bel et bien responsable de ses actes. Mais non, rien à faire. Le père a trop de connexions et donc il se retrouve juste dans un hôpital, interné pendant juste 3 ans. Et le 13 août 1985, donc à peu près 4 ans après avoir commis son meurtre, il est libéré dans la nature. Alors on pourrait se dire que l'histoire s'arrête là, il est libéré, il va essayer de ne pas faire trop parler de lui, et d'ailleurs c'est son objectif, il ne veut pas trop se faire remarquer, sauf que les maisons d'édition, les commerciales, eh bien, ils ont un tout autre projet pour Issei Sagawa. Il va devenir une sorte d'égérie. Déjà, il va faire son propre manga, il va y avoir un manga sur son histoire, il va aussi avoir une pub qui est assez légendaire, même sur une marque de viande, où il va faire de la pub pour une marque de viande. Et le pire de tout, c'est lorsqu'il va tourner un film X qui reprend tous les détails de son crime. Voilà. Oh ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce monsieur n'a jamais émis le moindre remords pour son histoire et il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit. Et la fin, si on peut dire heureuse, c'est de savoir qu'il y a quelques mois, il a rendu l'âme sans jamais avoir prononcé encore une fois le moindre remords. Voilà. Pouah.
Merci déjà, merci Louis pour cette narration parce que c'est un exercice vraiment super difficile. Merci. Mais il y avait des effets spéciaux et tout. Oui, il y avait tout. non, mais l'histoire est folle parce que c'est qui le daron là? C'est-à-dire que c'est qui il tire toutes les ficelles du monde. Là, alors oui, il tire beaucoup de ficelles et c'est pas. Alors j'avais fait mes recherches dessus et il a des grosses entreprises, très très grosses entreprises, donc des très grosses connexions aussi dans le gouvernement, donc enfin à l'époque bien sûr. Et ouais, ça a été très facile. Quoi. Mais aussi français? Non, justement, en France, non. Mais si tu veux, en fait, il a eu de la chance que la France juge le fait qu'il soit inapte à être jugé. Ouais. Et en fait, la France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'avait pas grand-chose à faire. La victime, elle était néerlandaise, le criminel était japonais, il n'y avait aucun dommage du côté français. Okay. Donc, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Il a juste demandé un transfert dans un autre hôpital psychiatrique au Japon. Ça a été accepté. Et du coup, pas possible de rejuger. Je voyais des gens qui demandaient, c'est une histoire vraie. Bien sûr, tout à fait, elle est totalement vraie. Une histoire vraie que t'es venu nous conter parce que, encore une fois, bravo et merci. Parce que tu sors un bouquin, donc Jiken, avec des histoires que dans une ambiance terrifiante, horrifique. Ouais, c'est que dans cette ambiance-là. C'est vraiment que dans cette ambiance-là. Et je vous le dis, celle que j'ai racontée, c'est loin d'être la pire. Nice, wow, comme voilà. Ça, voilà. Des gens qui étaient en train de manger. Au moment, j'étais tellement soucié dans l'histoire. J'en ai un pour chacun du coup. Mais merci beaucoup. Et je les ai mis dans l'ordre, normalement ils sont tous. C'est trop gentil, merci beaucoup honnêtement Louis. Comment tu as eu l'idée de faire ce bouquin? Alors à la base en fait, ça vient il y a tout un processus, c'était YouTube et YouTube qui m'a censuré. Du coup j'ai voulu faire ailleurs, j'ai fait sur Audible et après avoir fait sur Audible, et il y a Michel Lafon qui m'a dit let's go pour le livre quoi. Bah écoutez, avec plein d'histoires en tout cas. Plein d'histoires, elles sont toutes illustrées aussi. Elles sont toutes illustrées par Nogi-san, qui a fait un formidable travail d'illustration. Donc ça permet de se mettre encore plus dans l'ambiance et ça j'apprécie beaucoup. Typiquement, non mais en tout cas vraiment félicitations parce que... Fais attention là où tu ouvres le livre. C'est vrai que c'est vrai, on va faire attention. Non mais merci beaucoup d'être venu en live pour nous raconter ça parce qu'encore une fois, faire ça en live comme ça d'une traite, c'est vraiment un exercice difficile. Et putain l'histoire, j'avoue que c'est vrai qu'à l'époque ça avait dû faire aussi un peu la une des journaux, mais... Je sais pas si ça fait vendre du coup d'avoir un cannibale en pub charal quoi. Genre, en fait, je serais pas motivé par me dire tiens je vais me prendre 2 steaks là. Ouais c'était ultra macabre mais c'était vraiment pas la même période. Faut s'imaginer ça dans les années 80. Ouais. C'était il y avait un peu aussi une libération des mœurs et c'était interdit d'interdire. Donc du coup il y avait tout ce côté c'est intéressant, on a envie d'avoir son retour, son feedback j'ai envie de dire sur l'expérience. Et il y a aussi une autre histoire en fait. Pourquoi il a été popularisé en fait? C'est parce qu'à un moment, il y a eu un autre criminel au Japon qui était donc tueur en série, qui s'attaquait à des cibles bien particulières. Et en fait, la police japonaise a utilisé Issei Sagawa pour essayer de comprendre en fait l'état mental et le comportement mental de l'autre tueur. Mode de fonctionnement. On dirait vraiment un animé ou un manga, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment un tueur contre un autre tueur. Ok, d'accord. Non, après on dit que c'est il y a longtemps, mais ça m'étonne pas trop parce que quand on voit cette over marketing qu'il y a eu autour de Dahmer notamment, enfin je veux dire, ça m'étonne pas des masses non plus. Enfin comme Louis l'a dit, c'était une autre époque, donc c'était encore plus hardcore le fait qu'il ait tourné une pub par exemple. Mais tu vois encore aujourd'hui et même posthume, c'est des trucs. À la télé, tu vois, il y avait genre dans On est en direct, je crois, enfin l'émission de Léa Salamé, t'avais Le Serpent où il y a eu toute une série Netflix et tout. Mais c'est vrai que sur TPMP ils te mettent l'intégrale. T'as du braqueur, du machin, du truc. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais on n'est pas si loin que ça non plus de justement de tout ça. Mais en tout cas, Louis, honnêtement, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour le cadeau. Très bonne soirée. Encore félicitations. Il est venu, il nous a plié un classique. Le boss, c'est quoi le lien pour l'acheter? Jiken, je pense que c'est dispo. Jiken, c'est dispo, Fnac, Cultura, un peu partout, il y en a partout. Magnifique. Voilà. Bonne soirée Louis. Merci beaucoup. Ciao, rentre bien. C'était très cool. Encore une fois, c'est un exercice dur parce que on a voulu mettre un peu dans l'ambiance. Non mais honnêtement, je lirais parce que moi c'est vrai que je peux avoir tendance. Il nous a épargné des détails. Avant de dormir, tu penses, tu vas le dormir? Ouais, non mais il y avait certains détails où on a dit à Louis, peut-être. On va laisser aux gens s'imaginer un peu qu'avec ce couteau, ce qui peut se passer. Ah ouais, donc tu peux potentiellement même redécouvrir l'histoire qu'il a racontée là. Ouais, c'est ça. Il y a une 10-12, je crois, histoire si je dis pas de bêtises. Et mais en tout cas, non, c'était très sympa.